Eh ben, bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 6e numéro de Salon Privé. Aujourd'hui, je ne suis pas accompagnée de Laurent, mais de Marie, une amie et une invitée très spéciale pour ce numéro où on va parler notamment de sexualité féminine. Salut Marie. Salut Elena, salut Laurent, salut à tous. Comment ça va ? Ça va, très bien. T'as dit notamment de sexualité. Moi, j'ai cru qu'on ne parlerait que de ça tout le long. Donc, Oui, c'est vrai qu'il y aura d'autres sous-sujets, comme se reconnecter à son corps, par exemple, et quelques anecdotes. Mais effectivement, c'est un sujet... Alors, pour la petite histoire, on a cherché un sujet qui pouvait nous inspirer. Moi, je voulais absolument t'inviter dans cette émission. On en avait parlé depuis un petit moment. Et bien, c'est chose faite. Et je t'ai demandé qu'est-ce qui t'inspirait. Tu m'as sorti 1 milliard de sujets. Tu étais complètement hyper enthousiaste et galvanisée à l'idée de cette émission. Donc déjà, je suis hyper honorée que tu aies accepté. C'est trop cool. C'est moi. Et j'ai hâte que tu nous racontes tout ça. Parce que tu as beaucoup de choses à nous raconter. Et je propose qu'on commence maintenant. Donc, pour ce sujet qui est donc la sexualité féminine, par quoi voudrais-tu commencer ? Je pense qu'il est important, de mon point de vue, de commencer du commencement, c'est-à-dire de comment je suis entrée dans la sexualité, quel était le contexte, quel âge, toutes ces choses-là. J'avais 15 ans pour ma première relation sexuelle. Pour moi, la sexualité égale pas forcément relation sexuelle, mais pour ma part, j'avais aucune connaissance. Je m'étais jamais... intéressée à ma sexualité. Pour moi, c'était sexualité égale 2 personnes. Je me suis jamais dit, je me suis jamais masturbée avant. Je me suis jamais occupée de ma sexualité en dehors de 2 personnes, en fait. C'est la question que j'allais te poser, parce que c'est vrai, quand on parle de sexualité, ça peut être très jeune, quand tu as la découverte du corps, notamment. Je pense que les parents et jeunes parents le savent. Donc ça, c'est intéressant aussi d'avoir ce point de vue-là. Parce que moi, j'ai déjà eu un rapport comme ça à la sexualité où c'était pas forcément déjà bienveillant. J'avais des choses que j'aurais pas dû voir, malheureusement. Donc, tu vois, c'est vrai qu'on a tous une entrée différente. Donc toi, ça a été vraiment à 15 ans lors de ton premier rapport, du coup. C'est ça. Après, je pense que j'avais une certaine sexualité, mais qui n'était pas consciente. C'est-à-dire que j'ai toujours trouvé les corps très beaux. J'étais très connectée à mon corps. J'adorais voir les corps. J'avais déjà vu du porno, si tu veux, mais juste par curiosité et pas en conscientisant que là, c'était de la sexualité. T'étais tu vois. dans le sujet, ouais, quoi. Okay. Pour moi, la sexualité, c'était pas un terme... cadré qui signifiait grand chose pour moi, donc pour moi c'était c'est à 2 et on fait l'amour, quoi. À 15 ans, tu vois. Et ça, tu en parlais aussi au sein de ta famille ? C'était quoi vos rapports, par exemple ? Dans ma famille, c'était sans tabou, donc vraiment une éducation sans tabou. On pouvait parler de soi, ou mes parents, notamment mon père, se préoccupaient quand même de nos ressentis, comment on se sentait dans son corps, comment on allait, tu vois. Mais dans la sexualité, c'était pas si transparent que ça, tu vois. Il y avait aucun tabou sur la nudité, on pouvait se balader, on est 6 dans ma famille. Ce que j'allais te dire, vous êtes une famille nombreuse. On est 4 enfants, on est plus dans le même foyer, mais on était 4 enfants, donc plus les 2 parents. Donc une salle de bain, plusieurs salles de bain, mais genre... tous les jours, mon père va prendre sa douche, moi je vais me brosser les dents, encore à poil, ma mère... Un corps, c'est un corps. Voilà, et en fait, pas de sexualisation du corps tant que tu ne l'as pas choisi. Ça, je pense que cette notion, elle m'a été... elle est rentrée comme ça grâce à cette notion-là que un corps, c'est un corps. Tant que tu décides pas de le sexualiser et que là, je veux en faire quelque chose lié au sexe, ça reste un corps. C'est hyper intéressant ce que tu dis là, parce que ça montre aussi ce qui se passe dans la société, le fait d'hypersexualiser tous les corps, très jeunes aussi maintenant. Et là, du coup, d'avoir ce détachement et ce recul, de se dire, en fait, on est déjà avant tout un corps humain, on est des animaux, et voilà, c'est important aussi de comprendre que c'est juste la nature. Qu'on peut aller loin, c'est comme pour les questions d'allaitement, où du coup, la force de sexualiser la poitrine, on voit même plus que c'est là, déjà, avant tout, pour nourrir son petit. Enfin voilà, c'est une petite parenthèse, mais ça me fait penser à ça, en tout cas. Tout à fait. Tout à fait. Après... ça n'a jamais été abordé, la question sexuelle pure et dure, dans le sens où, ok Marie, voici ton sexe, avec des revues, j'en sais rien moi, avec un moment privilégié avec tes parents.
leur technique, ça a été de déposer sur la petite tablette à côté des toilettes une revue en mode le corps de la femme, le corps de l'homme, et puis genre, voilà, occasionnellement, tu Servez-vous, pouvais... voilà, au détour d'un petit moment d'intimité sur les toilettes, tu pouvais aussi en apprendre un peu plus. Mais ça n'a jamais été notion de plaisir, tu vois. Okay. Je trouve, notamment aussi avec l'éducation sexuelle à l'école, le peu qu'on en avait, et même un peu quand tu grandis à cet âge-là, on te dit souvent, Marie, alors, t'en es où ? C'est la pilule, tu vois, c'est contraception, attention aux enfants, peut-être on parle un peu d'IST, mais c'est protège-toi, c'est attention, c'est notion sexuelle égale peur en fait. On est un peu dans la peur, mais c'est très bien, hein, je dis pas, faut faire de la précaution, il faut parler de ces choses-là, mais il n'y a jamais de notion de plaisir, de partage, de se sentir bien, de confiance. Il n'y a pas toutes ces émotions positives et bienveillantes et qui sont indispensables si tu veux avoir une sexualité épanouie, consciente et libérée, tu vois. Émotion de la peur, plus ça va pas en fait. Tu peux pas faire l'amour dans la peur en disant mais mon Dieu, mais attends, mais si là et si et la capote et ça ne va pas. Tu ne peux pas prendre du plaisir. Ouais, je pense que c'est une façon. C'est peut-être pas assez fait par des gens experts en la matière, malheureusement, du coup, pas assez pédagogues. Et ils sont plus sur la prévention x 1000 que sur le vrai fond du sujet, de se dire déjà avant toute chose, si vous avez affaire à de la sexualité dans votre vie ou quoi, il faut que ça soit une question d'amour, il faut qu'il y ait peut-être eu des premières choses, des premières interactions, des bisous, des câlins, que vous vous sentiez en confiance, prêt, c'est ok. Et une fois ça acquis, en fait, vous êtes deux. Et aussi de donner un rôle important aux mecs aussi. Parce que ça, c'est souvent les filles qui s'en soucient de « il va falloir que moi, je prenne une pilule contraceptive, et comment je vais faire ci, et comment je vais faire ça, et machin ». Le mec, il se pose pas la question. Est-ce que, du coup, tu as pris, ou est-ce que moi, je dois me protéger pour ça se renseigner l'un et l'autre sur, effectivement, les IST, les MST. Je veux dire, ça, c'est du rôle de chacun, et ça aussi, c'est encore compliqué à rentrer dans les mœurs, je trouve. Donc, ouais, ça, c'est d'ailleurs un sujet, je t'en ai parlé, mais je trouve que les cours d'éducation sexuelle à l'école, en tout cas en France, nous, on en a peut-être eu 1 ou 2, quoi. Et je m'en souviens, mais très peu. Mais alors, il y avait une distribution de tampons, de petits prospectus, et après, débrouille-toi avec ça. C'est compliqué, quoi, parce que, ouais, à la fois, il faudrait que les parents en parlent, mais c'est pas évident. Mais je pense qu'à l'école, c'est quand même un bel endroit où, en plus, du coup, il y a beaucoup d'interactions sociales avec plein de questions. Et c'est le moment d'en parler, quoi. Au collège, on est en plein dans les hormones. On passe par tous les états, toutes les émotions. On a envie de savoir, de connaître, de comprendre. Parce que, du coup, sinon, on s'éduque avec, malheureusement, le porno, les mauvaises choses. On expérimente à tort. Et, enfin, voilà, c'est un peu ça que je regrette. Et... ouais, l'expérience de jeunesse que je peux en tirer là avec le recul aujourd'hui. Donc je trouve que c'est quand même bien, même si vous n'avez peut-être pas abordé profondément du coup cette notion de plaisir et de sexualité, il y a quand même quelque chose, t'avais quand même une base. J'avais quand même une base et je pense que... je pense qu'il faut se satisfaire du peu qu'on a eu, tu vois. Je veux dire, même les gens qui n'en ont pas du tout parlé, je pense, en famille, se satisfaire déjà de la petite heure et demie en SVT au collège, c'est déjà bien, tu vois. Et c'est vrai que, comme tu dis, on est curieux. Et forcément, si on n'a pas les connaissances, on va aller chercher de nous-mêmes. Et malheureusement, ce qui est disponible, c'est les plateformes mainstream du porno sur Internet. Et c'est complètement biaisé. Et même avant ça, on est déjà biaisé par les films, par les clips, par partout en fait notre environnement qui est déjà une sélection physique des actrices, des gens qu'on voit, des scénarios, tout est scénarisé en fait. Il n'y a jamais l'espace pour toi, la spontanéité, pour ce que tu ressens vraiment. Et au final, je sais pas, moi du coup 15 ans, j'ai déjà vécu 15 ans de conditionnement dans cette vie où tu vois dans les films que les femmes sont love de leur mec, que les mecs sont plus grands, plus forts, que toi, tu n'as pas vraiment de choix à faire dans la vie parce qu'on s'occupe de toi, que tu es un peu plus faible, que ci, que ça. Donc, tu te dis, ok, ça doit être comme ça qu'il faut faire. Du coup, tu n'as même pas le temps de te connecter à toi-même. Ok, meuf, qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je ressens ? Que tu dois te dire, ok, je dois déjà être actrice moi-même, tu vois. Ouais, quels sont tes désirs, tes besoins, tes envies ? Se respecter parce qu'on n'a pas tous les mêmes et c'est pas une règle universelle. Ça, c'est vrai. Parce qu'on a tendance à jouer un rôle
Et que ce soit dans tout, hein, quand t'es femme, ce que j'expliquais et ce que j'ai entendu aussi dans un podcast que j'écoute, mais d'avoir au lit ce rôle de la prostituée parfois pour surtout assouvir les besoins de son partenaire, qui des fois on n'a même pas demandé à l'autre forcément ses besoins, mais on interprète parce que c'est ce qu'on voit dans la société et on se dit que c'est comme ça que ça marche. Après, d'avoir un certain rôle à la maison, la bonne mère de famille, la bonne copine, la meilleure amie, celle qui gère tout. Enfin, du coup, c'est s'imposer aussi une charge mentale au lieu d'être vraiment en conscience de ce qu'on fait, quoi. Mais personne ne nous explique ça. Ouais. Donc, il faut se construire tout seul. Il faut soit avoir la largesse d'esprit de se renseigner. Enfin, voilà. Et je pense qu'aussi, il faut être passé par pas mal de choses peut-être désagréables, même avant d'en arriver à se poser ces questions-là, malheureusement. Ouais. Moi, quand je pense à toute cette période, collège, lycée, c'est aussi une période où tu es très, très stimulé par tes parents, dans la réussite, dans les notes, dans faire des choix. On te force, on te pousse, on te demande à te questionner sur des choses que tu n'as pas envie ou tu n'es pas prêt. En tout cas, je parle pour moi. Ton orientation, qu'est-ce que tu veux faire ? Je pense que beaucoup de gens peuvent relater. On ne sait pas, en fait. Beaucoup de mes connaissances ou de mes amis me disent mais moi c'est pareil, tu dois faire un choix, tu ne sais pas où tu vas, tu le fais parce qu'on t'y pousse, mais tu es tellement stimulé par trop de stimulus que tu ne sais pas en fait te questionner toi, tu n'as jamais appris et on ne t'a jamais laissé l'opportunité, on ne t'y a même jamais encouragé, parce que attention, si tu penses trop par toi-même, oula, tu vois, et donc dans cette période-là qui est longue, collège c'est long, plus lycée c'est long, plus là si tu continues la fac, etc. En fait, ça fait un sacré laps de temps où tu ne te questionnes jamais de manière authentique, tu ne sais même pas quels sont tes besoins, tu es un petit peu comme ça, étiré par tous les bouts et tu as appris à jongler, c'est bien, tu sais jongler, ça c'est super, mais par contre tu ne sais pas t'écouter, tu vois. Nouvelle vocation. Ouais. Donc on arrive du coup dans une vie d'adulte. Alors c'est bien, hein, tu sais faire plaisir aux gens, tu sais être poli, tu sais faire un CV, tu maîtrises le pack office. Par contre, tu ne sais pas qui tu es. Ouais, c'est vrai, la découverte de soi, et ça passe vraiment du coup par toute cette période ado, jeune ado et jeune femme ensuite. Et c'est vrai que c'est compliqué de s'y retrouver au milieu de tout ça, ça fait beaucoup. Donc t'es aussi tiraillée entre l'envie de bien faire pour faire plaisir, notamment à tes parents. Ça, c'est quelque chose qui est assez fort, je trouve, et de ce que j'entends autour de moi. C'est vraiment faire plaisir, contenter tout le monde autour de soi, paraître le mieux possible, mais du coup en s'oubliant complètement. Et même avant de s'oublier, c'est ne déjà pas penser à soi en premier. C'est ça, en fait. Toi, c'est quoi, par exemple, les éléments qui, à un moment donné, où tu t'es dit ok, là, qu'est-ce que je ressens vraiment ? Qu'est-ce que j'ai envie à ce moment-là ? C'est quoi, pour toi, le moment un peu déclencheur ? Est-ce qu'il y en a déjà ? Ouais. Je pense que à différents moments dans ma vie, j'ai eu des petits rappels de la vie qui m'a dit « Oula, attention, là, ça te plaît pas. Okay. Tu n'as pas été assez à ton écoute. » Malheureusement, mon seul moyen de te le faire comprendre, c'est de t'envoyer une grosse claque au visage. En général, ça se passe comme ça dans la vie. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même, t'as pas été assez à l'écoute, etc. On m'a pas appris, je vais arrêter je vais prendre mes responsabilités, j'ai pas été assez à mon écoute. Ce qui fait que là, tu te retrouves dans des relations où il se passe des choses qui ne te respectent pas, ou qui te choquent, ou qui te traumatisent, si je peux utiliser ce mot. Et c'est que après où tu te dis, ah ouais, ça du coup, j'en veux plus. Tu sais pas ce que tu veux, mais t'apprends à savoir ce que tu veux pas ou ne veux plus. Et je pense notamment dans ma première relation où du coup, j'étais tellement obsédée par l'envie de faire plaisir à l'autre, où je pensais, comme j'avais aucune notion de mon propre plaisir, je pensais moi que l'intimité c'était juste faire plaisir à mon partenaire, tu vois. Et là, vu que je ne ressentais rien, vu que je ressentais rien. Pas rien, évidemment, t'as l'émulsion, etc. Mais je veux dire, localement, vu que je ressentais pas et que j'étais pas de toute façon connectée à mon corps, pour moi, c'était tant que lui, il fait son taf et que il a son orgasme, et je suis la meilleure des amantes du monde. Et je trouvais ma satisfaction comme ça, par le plaisir de l'autre. Jusqu'au jour où je découvre que non, en fait, je peux aussi ressentir du plaisir. Et
Et du coup, ça passe par beaucoup d'actes, en fait, où tu n'es qu'un objet. Où je pense qu'aujourd'hui, on pourrait parler de viol conjugal, où tu es là, tu veux dormir, ou j'en sais rien, tu fais ta life, et l'autre, il te manifeste un besoin sexuel, et toi, tu n'as pas dit oui. Tu n'as pas dit non, peut-être. Et bah, tu le fais quand même, tu vois, mais t'en as pas envie. Mais moi, en tout cas, je suis rentrée dans ce mécanisme-là un petit peu où je me laissais aller au désir de l'autre, et parce que j'étais persuadée que c'était ça, être une bonne copine, être désirée, être désirable, et que c'était mon rôle. Et ça, c'est hyper intéressant, et c'est quand même fort ce que tu dis. C'est pas parce que tu es en couple avec la personne que c'est nécessairement OK tout le temps. Exact. L'autre ne t'appartient pas, mais que ce soit homme ou femme, c'est pas parce que tu as dit oui une fois que c'est oui tout le temps. Tout à fait. C'est vrai qu'on est en perpétuelle évolution, et même si on est marié, même s'il y a des enfants, si la personne n'a pas envie, il faut le respecter. T'as pas envie de manger, tu vas pas forcer l'autre à manger. Enfin, ça marche pour tout. Et c'est vrai que même si t'as pas dit non, mais que l'autre, quand même, apparemment, ses 5 sens à disposition, peut comprendre que l'autre n'a peut-être pas envie parce qu'il fait la moue, qu'il dort, ou pour X ou Y raison. Mais de connaître aussi son partenaire, c'est passer par ça. C'est savoir aussi connaître la double lecture peut-être de la personne qu'on aime, et le respect, ou peut-être même carrément de poser la question. Plutôt que de, voilà, comme tu dis, un peu de chercher, de nanana. Peut dire, est-ce que tu es prête à ça avec moi maintenant ? Voilà, d'avoir la délicatesse de peut-être échanger là-dessus. Et ça, c'est quand même hyper important. Moi, j'ai des copines à l'heure actuelle qui me disent, oui, bah bon, ça me plaît pas trop, mais je dis oui parce que je sais qu'il aime bien. Alors moi, ça me dépasse, quoi. Et je pense que je l'ai fait, en plus, ce que tu as dit, ça résonne beaucoup. Moi, ma première fois, c'était à 16 ans. Et voilà, c'était, est-ce que je vais jouer le meilleur rôle ? Est-ce que je vais être un bon coup ? Un bon coup, qu'est-ce que c'est un bon coup ? Ça n'a pas de sens, tu vois. Et c'est s'identifier par rapport à quoi ? Par rapport à qui comme expérience quand c'est ta première, tu vois. Donc déjà là, on voit que c'est galvaudé, mais c'est vrai que pas un instant... Enfin, je pense que voilà, j'ai eu ces problèmes-là, mais maintenant, moi, c'est hors de question de me dire c'est pour faire plaisir à l'autre. Enfin, si je ne veux pas, je veux pas, en fait. Faut y trouver son compte et se respecter avant toute chose. Franchement, hein, c'est hyper important. Mais c'est vrai que là, ouais, j'ai... Ouais, des amis qui ont dépassé la trentaine et qui me disent encore ça, quoi. Bah, moi, je trouve ça dingue, et qui se remettent pas en question. Ouais. Après, tant qu'elles sont pas prêtes à accepter de prendre leurs responsabilités. J'explique où je vais en venir. Ça me fait penser à une anecdote un peu triste de cette relation-là, qui illustre tout ce que tu viens de dire, où fin de soirée, un peu alcoolisée, mais moi tout à fait consciente de mes actes. On se retrouve dans la chambre, c'est un lit à étage. On commence à faire l'amour, on finit en levrette. Lui debout, du coup la tête dans le lit du dessus, quoi. Et moi à quatre pattes sur le lit du bas. Donc en fait, moi je suis dans ma cage et lui ne me voit pas. Et je sens que je pleure. En fait, je pleure silencieusement, parce que je me dis, mais il n'y a aucune connexion. Le mec, il me voit pas. Moi, en fait, c'est comme si il faisait l'amour dans un mur, quoi, en fait, tu vois, dans son lit à étage, tu vois. Ouais. Et je ne suis qu'un trou, finalement. Et je me suis mise à pleurer. Et en fait, il pouvait pas me voir, donc... Comme tu dis, t'as raison, ce sera à lui de demander si tout va bien, ça va, ici et ça, mais c'est ma responsabilité. C'est à moi de dire stop ou m'exprimer. C'est à moi y a des deux. Oui, de me respecter assez pour... Je peux pas dire « t'étais horrible, t'es vraiment un violeur parce que tu m'as pas demandé. » Non, c'est toi la violeuse, parce que c'est toi qui n'as pas réussi à prendre tes responsabilités et à dire non, etc. On peut pas remettre la faute à l'autre tant que nous, on s'est pas positionné, tu vois. Oui, c'est vrai. Après, évidemment... tout est relatif, mais... mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, déjà, ça vient des deux. Et effectivement, si toi, déjà, au prime abord, tu l'as pas forcément prévenu, que t'étais vraiment pas OK, oui, il peut pas deviner. Donc, c'est vrai qu'il y a une part de responsabilité des deux, effectivement. Viol, c'est, je pense que la personne dit vraiment non. Bien sûr. Et que là, il se passe... J'avais pas dit non, si tu veux. Mais sauf que la tournure des événements a fait que, clairement... Ton ressenti, ça a été ça, quoi. C'était exactement. Et même à la fin, quand, effectivement, il me rejoint dans mon sous-bassement à étage, là, et qu'il me dit « Mais pourquoi tu pleures ?» J'ai été incapable de dire... mais parce que je ne ressens aucune complicité, aucun échange, aucun partage, aucun plaisir.
Et parce que je culpabilisais de ne pas remplir ce rôle. Non mais tu vois. Peur de décevoir, qu'ils le prennent peut-être mal ou qu'ils comprennent pas. Complètement. Et puis moi, c'est là que tu peux rentrer très loin dans le côté psy, où tu te dis, mais pourquoi je veux autant me mettre de côté pour ce mec ? Pourquoi je veux tellement pas le blesser ? Est-ce que je suis dans une certaine dépendance affective ? Est-ce que j'ai peur d'être seule dans le cas où on se sépare ? Enfin, tu rentres dans des réflexions qui sont très très profondes. Mais quand t'as 15 piges, tu veux juste être avec quelqu'un, tu veux t'identifier dans un groupe, tu veux être en couple, tu veux correspondre à tout ça. Et à l'époque, en tout cas, moi, je rentrais pas autant en profondeur avec mes sentiments et avec mes limites, chose que je pourrais faire maintenant beaucoup plus aisément, quoi. Peut-être parce que tu es plus à l'aise aussi avec toi-même, avec ce que tu veux. Tu te connais mieux. Moins peur aussi, peut-être, d'être un peu la risée du groupe. Oui. De peur qu'il en parle et qu'en fait, ça soit toi le problème, parce que souvent, on se met un peu ça. Ça, c'est quelque chose d'assez féminin, j'ai l'impression. De se dévaloriser face à son partenaire en se disant... Mais alors là, par exemple, s'il bande pas ou si il arrive pas à avoir un orgasme et tout, bah, c'est peut-être moi qui n'ai pas été assez bien. Tu vois, puis on essaie toujours de protéger l'autre. J'ai ce côté un peu maternel déjà très fort et très tôt. Donc je pense que voilà, avec peut-être le recul et le fait d'être adulte et avec ces expériences négatives, là, tu arrives maintenant à te dire, ok, bah non. Exactement. Ce que tu disais tout à l'heure, tu sais ce que tu veux plus en tout cas. Exactement. Tu sais que c'est pas sain et non, il y a besoin de tendresse, de délicatesse, d'une connexion, c'est ça bien aussi, sûr. être à deux. Ouais. En fait, ça dépend ce que tu veux. Après, tu vois, moi, j'ai évolué plus dans ce côté recherche de partage et de profondeur dans la sexualité notamment, enfin dans le couple en général. Mais j'imagine que quelqu'un qui se satisfait très bien d'une sexualité sans rentrer trop en profondeur, bah, c'est OK, tu vois. C'est juste que quand tu te connais pas, bah, tu peux pas savoir ça. Et il faut souffrir un peu pour mieux te connaître, ça fait partie des étapes de la vie et même si elles sont bien douloureuses parfois, au moins elles te permettent après de gagner du temps et de savoir ce que tu veux et d'être clair et de poser les limites et de communiquer clairement et après c'est délicieux quoi de pouvoir se positionner. Du coup tu attires que ce que tu veux puisque tu sais très bien ce que tu veux, donc ce qui ne te convient pas ça dégage et ce que tu veux tu l'as. Donc c'est cool, mais je pense qu'il faut prendre cher un peu avant. Ouais, il faut acquérir une certaine maturité, de l'expérience aussi, pouvoir poser ses limites, quoi. Exactement. C'est comme dans la vie, en fait, avoir un cadre sur ce qu'on accepte ou pas que les gens nous fassent. Mais on nous apprend pas, on revient encore une fois à cette histoire d'éducation, on nous apprend pas à poser des limites, on nous apprend à donner, toujours y aller, mais à te respecter toi, à te dire stop. Personne ne nous apprend. Oui, c'est vrai. Il faut arriver dans des cas assez parfois, où tu n'as plus le choix de poser tes limites. Et si ça doit aller loin pour que tu arrives à poser tes limites, allons loin. Mais au moins, tu sauras les poser. Ouais. Donc voilà, c'est entre autres, mais ça par exemple, ça m'est arrivé sur ma première expérience. Mais après, pareil, dans ces âges-là, je dirais... autour de la vingtaine, 21, 22, d'autres événements du genre, mais ça on est encore beaucoup de femmes quand je discute avec mes amies, elles me disent « Ah mais toi aussi !» ou souvent, il y a ça. Voilà, et où tu dois passer par des grossesses que tu ne veux pas, donc du coup avortement, et toutes ces choses qui peuvent aussi paraître très négatives. Ça c'est quelque chose que tu as vécu déjà ? Ouais. Ok, tu veux nous en parler Oui, j'ai aucun problème avec ça. Dernière année de fac... 2000, attends, quel âge j'avais ? Peut-être 22, 21, 22. Ok. Non, 20 ans. Quelque chose comme ça. Bref. Assez jeune, quoi, déjà. Ouais, assez jeune, si on peut dire. Et donc, je n'avais pas de désir d'enfant. J'étais dans une relation instable. J'arrivais pas trop à me situer. J'arrivais pas à me positionner. Bref. Je tombe enceinte. Et pour moi, je l'avais vraiment vécu au départ comme un échec, en me disant mais attends, ça arrive à tout le monde sauf à moi, je suis pas dans un film, je voulais bien être dans un film quand j'avais 15 ans et que je remplissais ce rôle, mais là maintenant non quoi. Et bref, je fais toutes les manœuvres si on peut dire pour avorter. Expérience assez traumatisante puisque t'es allée voir des médecins ou plutôt les centres d'accueil aussi. Je suis allée voir un planning familial du coup. Et juste toute seule ou t'as demandé quand même par exemple conseil à une amie, à ta maman? Non, alors j'ai ce truc en moi qui me dit tant que t'as pas géré la situation,
et que tu es un peu instable, n'en parle pas aux gens qui te rajouteraient de la peur ou qui te rajouteraient de la culpabilité ou des questionnements, alors que toi-même, tu es déjà au bout de ta vie de gérer cette situation. Si en plus, en tout cas, peut-être que je me fourvoyais, peut-être que, et bien sûr qu'après, mes parents m'ont dit, mais si tu avais eu besoin, on aurait été là. Sauf que moi, je me disais... Sur le moment, je me disais, non, on n'en parle à personne, gère le truc et après, on en parlera. Je me suis murée dans mon drive, allez, gère la chose et pas trop d'émotions parce que là, il faut y aller. Quoi. Il faut rentrer dans les clous, il faut rentrer dans les semaines, dans les respects de délai, etc. Donc ton signe astro, c'est taureau. Oh my God. Je vais au planning familial. Je prends rendez-vous, etc. Elle m'explique tout comment ça se passe. Elle me dit bien que j'ai le choix entre aspiration ou médicamenteuse. D'accord. Moi, j'avais un planning très serré parce que c'était ma dernière année de fac. Là, les partiels, etc. Donc, grosse pression en énorme plus. Pression, ouais. Donc, vraiment, la vie, elle me dit, OK, si je te mettais un petit avortement en plus de la fin de ton diplôme. Mais allons-y. Donc, en plus des règles, en plus de toutes les charges mentales de la femme en général, tu sais, il faut toujours... Ouais, toujours c'est plus. Jamais assez. Exactement. Okay. Mais c'est bien, après, on sait faire beaucoup de choses. Oui, ouais. Non, c'était vraiment beaucoup. Bref, je vais le jour J faire mon rendez-vous. Je préviens quand même le monsieur concerné. On était en bon terme, même si en séparation. Et donc, il vient et bref, je voulais faire par aspiration, mais il s'avère que... Alors, on te dit bien que tu as le choix, hein, mais il s'avère que les seules dates où on ne pouvait pas faire par aspiration. Bah, du coup, on fait médicamenteux. Bah oui, bon, bah alors je vais faire médicamenteux. Je fais donc comme ça, et sachant qu'il y a un certain pourcentage pour que ça ne s'expulse pas à l'hôpital et que ça peut arriver chez toi, blablabla. Je prends tous ces médicaments. C'est assez intense, un médicament. Je l'ai vécu de manière assez intense. Tu as été soutenue quand même du coup par ton ancien partenaire à ce moment-là ? Oui, il m'a dit si tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, je me mets à disposition. Okay. Je suis là, je t'accompagne. Dis-moi tout, quoi. Bon, bah déjà. Voilà. Oui, bien sûr. Franchement, vraiment très, très, très chouette de ce côté-là. Chose à préciser, j'ai avorté assez tardivement dans les délais. Je me demande si j'étais pas presque à la fin du délai, quoi. C'était 2 mois et demi passés, je pense. Je sais plus trop. Donc vraiment, quand même, je commençais à savoir qu'il y avait un certain volume, quoi, à l'intérieur, quoi. Et donc, bref, j'avorte. L'embryon sort, mais c'est clairement, je l'ai tenu, non mais très traumatisant, je l'ai tenu dans mes mains et genre vraiment un peu formé, quoi, tu sais, le dos un peu voûté, les petits doigts palmés. Parce que du coup, t'étais chez toi ? Pardon, non, j'étais à l'hôpital. Non, j'étais encore à l'hôpital. En gros, elle m'avait dit, si à 14h, il s'est pas sorti, ben, vous allez devoir rentrer chez vous. Voilà, midi, 13h, elle me redonne une autre dose, il sort. Bref, mais du coup, c'était quand même un bon petit embryon bien formé et t'arrives à te projeter, quoi, tu vois, tu le vois. Puis moi, très curieuse aussi, genre, il est plein de sang, le truc, hein, on va pas se mentir. Ça commence à devenir trash. Ouais, je vais le rincer, tu vois, que... je le regarde, je suis très curieuse parce que aussi, je pense, mon corps, il a besoin de comprendre ce qui se passe. Il dit, ok, tu vis ça pourquoi ? Pour sortir ça. Pourquoi t'as eu ça ? Ben meuf, parce que t'as pas géré. Enfin, tu vois, c'est aussi mon cerveau qui essaie de dire, ben recommence pas, donc prends bien conscience de ce que c'est concrètement, tu vois. Donc bref, je rentre, etc. Et petit à petit, je commence à décanter de mon emmurage que je te disais tout à l'heure, où j'ai dit, allez, on fait tout ça, et après, c'est fait. C'est fait, c'est bon, Marie, tu es vide, tu n'es plus enceinte, tu as fait ça, rentre chez toi et déprime bien, tu vois. Et je suis rentrée un peu dans cette bonne dépression insidieuse où tu dis, mais pourquoi depuis cette période-là, je me sens pas vivante ? Pourquoi d'un coup, je me sens perdue ? Pourquoi j'ai pas l'impression de ressentir la vie avec mes émotions vives comme avant ? Et on t'a jamais proposé un suivi psychologique ? Si, on m'a dit, si jamais, après, il y a un suivi psy de quelques séances. Et puis, j'avais dit, ok, mais moi, je voulais juste... en finir. Voilà, et me barrer. Et de toute façon, après, j'avais fini mon diplôme, donc je n'étais plus dans la même ville. Okay. Donc, s'ensuit quelques mois, punaise, peut-être bien une année, voire une année et demie de questionnement, de dépression, mais sans le savoir, tu vois. Et c'est que après, quand tu te remets de tout ça, tu te dis, mais waouh, mais Marie, mais ne pas
te connecter à tes émotions de tristesse, de douleur, d'échec et de pas y penser parce que tu es en mode je me dépêche d'avorter, toutes ces émotions-là qui sont refoulées, elles ont un impact et après elles te mettent mal et en fait il faut que tu t'écoutes plus et que tu accueilles et que tu, que tu sois plus tendre avec ces émotions qui sont douloureuses, tu vois. Puis qui sont légitimes, à un moment donné il faut les ressentir. Parce que si tu le fais pas, ce sera pire après. Donc là tu peux entamer un processus de deuil, tu peux plus être aussi gentil avec toi, tu vois, parce que moi je l'ai vécu un peu comme un échec, comme quelque chose que vraiment Marie, t'es pas une fille de toute façon, honorable, tu vois. C'est ce que t'as dit j'ai pas géré, j'ai pas ci, j'ai pas ça, à moi de gérer tout ça, de prendre toute cette charge et de m'infliger quelque part, moi je l'entends comme ça, mais de m'infliger, de regarder ça pour me dire voilà, c'est ta punition, il faut que t'en prennes conscience. C'est fort quand même, ce que tu dis, ce que tu racontes, tu t'es quand même infligé des sacrées choses parce que à 20 ans, toute seule, c'est pas rien quoi. Ouais, j'ai cette tendance à un peu foncer, puis on verra plus tard les dégâts collatéraux quoi, tu vois. Mais maintenant, en tout cas, ça m'a vraiment appris à plus m'accueillir dans mon entièreté, c'est-à-dire aussi avec mes petites faiblesses, même si maintenant je les interprète moins comme des faiblesses, mais des émotions un peu moins agréables. Et puis accueillir les fois où ça va pas bien, quoi. C'est pas grave, c'est ok. Et d'ailleurs, plus tu les accueilles, ces émotions-là, plus ça ira mieux vite après, tu vois. Ouais. Et pas être dans non, tout va bien. Quand t'es trop crispé comme ça, il n'y a jamais rien de bon qui passe parce que les émotions, ça passe, ça nous traverse. C'est pas quelque chose qui est figé. Tout est immuable dans le temps. Et plus tu es ok avec ça, en ayant conscience de chaque état que tu peux avoir, de mauvais comme de bien, tout devient fluide en fait. Donc forcément, c'est mieux. Mais ça, tu peux pas l'avoir tout de suite. C'est par expérience bien aussi. Sûr. Et ouais, t'es quand même passé par des sacrés chapitres dans ta vie que je ne connaissais pas comme ça en détail. Donc, mais franchement, merci de partager ça déjà. Ah, avec grand plaisir. Et ces passages-là, ils étaient au moment T très violents, mais maintenant, avec le recul, si j'avais pas eu cet épisode d'avortement, je me serais jamais rendu compte en fait du pouvoir qu'ont les femmes aussi de porter un enfant. J'ai porté un enfant, un petit temps, et de me dire que tous ces changements physiques que je ressentais déjà, tu vois, alors que ça faisait que 2 mois et demi que j'avais un enfant, mais mes seins qui triplent de volume, mon corps, mon appétit, toutes ces choses-là, le sommeil, la fatigue, bref. Et tu te dis, mais la puissance, notre corps se métamorphose, on donne la vie. J'aurais jamais, en fait, pu prendre conscience de cette puissance et de cette magie qu'il y a en nous si j'étais pas passée, je pense, par cette grosse claque assez tôt. Mais tant mieux, parce que ça fait que je me rends compte encore à jeune et tôt aussi de cette magie et que j'ai pris conscience de comment l'honorer et que sans cet événement, je pense que peut-être que je ne serais pas du tout connectée à cette énergie-là féminine, à cette magie-là que... Est-ce que tu penses que cet événement t'a permis, entre autres, d'avoir cette connexion que tu as à ton corps maintenant? Ah, tout à fait. D'avoir fait un peu toute cette démarche, parce que moi qui te connais, mais on va pouvoir en parler, je trouve ça hyper inspirant. Moi, quand je discute avec toi, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis vraiment très contente que tu fasses partie de ce 6e salon privé pour en parler, mais toutes ces astuces qu'on a pour se reconnecter à son corps, parce qu'en fait, on est tellement là-dedans, et on est fait pour penser, over-penser tout le temps, ce fameux petit vélo dans la tête où on lâche jamais rien, ou même la nuit on a du mal à s'endormir parce qu'on pense. Mais qu'est-ce qu'on a vraiment dans le corps, quoi, tu vois, à faire sans arrêt du sport à outrance. On est stressé, on va rarement marcher, prendre l'air. Enfin voilà, on fait que des choses qui nous rendent comme ça. On sait même plus ce qu'on a besoin comme alimentation. On essaie de faire des régimes genre qui vont à tout le monde alors qu'on est chacun très différents. On a une individualité propre, une physiologie propre avec des besoins et des envies qui nous sont propres. Qu'est-ce que tu as mis toi en place suite à tous ces événements qui t'ont permis vraiment de te connecter à ton corps et notamment à ta féminité aussi? Parce qu'il y a de ça. Je crois que tu fais beaucoup de choses autour du yoni, de ta féminité. Tu as déjà fait des cercles de femmes. Voilà. Est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu de tout ça? Je vais essayer de rentrer dans la chronologie, mais je pense que... Peu importe. Hein, ouais, mais moi, ça me permet de me cadrer un peu. Okay. Je pense que suite à cette dépression qui a duré grosso modo 1 an, 2 ans, je n'en sais rien, et où j'ai fait un travail interne en me disant,
en fait, il faut que tu en parles, il faut que tu légitimes tes émotions, il faut que tu sois plus dans la communication avec toi-même en premier lieu, puis avec les autres. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus de connexion, quoi, clairement, d'être dans le pardon, d'être dans l'acceptation, alors que j'étais beaucoup trop dans le contrôle, régler les choses rapidement, etc. Ouais. Donc j'ai un peu adouci ce petit côté-là et j'ai commencé, du coup, à prendre le temps plus pour moi, c'est-à-dire si je veux juste lire toute l'après-midi ou me mettre au soleil toute l'après-midi, je vais le faire. Ou alors, si je veux annuler tel rendez-vous ou tel cours, je vais le faire parce que j'ai envie de me respecter avant tout. Et en fait, d'aller dans une dépression parfois assez extrême et assez dark, ça te permet de rebondir et du coup, de encore plus en tirer du bon, tu vois, te dire, attends, j'ai pas vécu cette merde pendant 2 ans pour subir encore, tu vois, donc maintenant je vais me positionner et je vais dire non et je vais faire tout ce qui me plaît, tu vois. Et je me rends compte aussi que, du coup, en parlant de cette expérience d'avortement aux femmes autour de moi, aux hommes aussi, mais plus avec des femmes, il y a un petit cercle, il y a du soutien qui se fait, il y a de la compréhension, il y a de l'amour, il y a plein d'émotions et de valeurs qui sont ultra positives et très nécessaires en fait à la guérison de ces traumatismes et de ces expériences. Et donc ça fait que tu te rapproches des femmes, ouais. Tu prends du plaisir à partager ton expérience, tu prends du plaisir à être autour des femmes. Et tu te rends compte que c'est guérisseur, quoi, que vraiment qu'il se passe quelque chose, que tu te sens soutenu. Il n'y a même pas besoin en fait d'utiliser des termes, juste de l'écoute, de l'empathie. Il y a de la connexion assez intuitive. Il y a une connexion exactement qui n'est pas trop, en tout cas que j'arrive pas trop à décrire, qui se fait et qui, quand tu goûtes à ça, qui en devient addictive en fait. T'as tout le temps envie d'être entouré avec des femmes, en tout cas des femmes qui sont dans la bienveillance, qui sont aussi dans la vulnérabilité, dans l'empathie, qui ont un peu toutes ces valeurs qui font que tu te sens accueilli dans tes moments difficiles, dans ta vulnérabilité, dans tes émotions. Et ça, ça a été une grande découverte, quoi. Les femmes. Écoute, j'en parlais notamment l'aspect de sororité dans le salon privé numéro 4, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais où je parlais de la pole dance. Je vous expliquais un petit peu cette pratique, ce que ça apportait, que ce soit au niveau physique et psychologique, mais aussi que c'était un endroit où pour la première fois, j'ai compris ce que c'était la sororité. Pas facile. Parce que toute ma jeunesse et jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup aussi subi tout ce qu'il y a, jalousie, etc. C'est entre femmes, mais c'est aussi lié à la société qui veut qu'on agisse comme ça. Donc c'est souvent aussi inconsciemment, dire tiens, elle est plus belle, elle réussit mieux, blablabla. On va envier, sans même réfléchir avant toute chose, de dire en fait, est-ce qu'elle n'est pas plus inspirante que je ne l'envie? Enfin voilà, des questions à se poser. Et en faisant de la pole dance, moi j'ai découvert ça. Alors pas tous les studios malheureusement, je suis peut-être tombée des fois dans des endroits, mais comme partout, il faut trouver les bonnes personnes avec un bon feeling. Mais là où je me suis sentie hyper bien, c'est en allant à tes cours. J'ai quand même fait avec une amie à moi, Émilie, on faisait 45 minutes pour venir te voir. Ça faisait un moment que je te suivais sur les réseaux. Et je me suis dit, waouh, cette meuf, elle gère trop. Je te voyais avec ton petit corps fuet, cette chevelure sauvage. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'apprendre avec une fille comme ça, tu vois. Il y avait déjà ce truc inspirant. Et je me rappelle de ce premier jour où on a fait de la route, donc c'était long et tout. Je me suis dit, putain, j'espère que ça vaut le coup quand même, parce que pression. Ça fait quand même 2 fois 45 minutes de route. Et on est ressorti de ton cours en disant, waouh, ok, si ça c'est un cours de pôle, et si ça c'est être entre femmes et avoir cette bulle, on est prête à faire la route qu'il faut en fait. Ça n'a pas de prix, ça a une valeur inestimable et la preuve en est, c'est que donc il y a eu la pôle aérien sportive et puis ensuite on a fait l'exotique. Il y avait des cours où on a commencé, alors là c'est encore plus expressif parce qu'on est vraiment dans la féminité, le sexy, etc. Donc il faut se sentir en confiance en plus pour oser faire certains moves et s'exprimer et être pas dans le contrôle. Et tu as réussi en plus à instaurer un climat de confiance et de bienveillance. Et on était toutes à fond, à s'encourager les unes les autres. Et la preuve, c'est que mardi dernier, on a encore mangé ensemble dans ce petit groupe-là. Et ça fait du bien, quoi. C'est hyper fort de penser à ça. Et c'est ça, c'est la puissance féminine. C'est
C'est assez indescriptible quand même, mais en tout cas, je vous souhaite à toutes de trouver cet équilibre-là parce que c'est hyper important. De pas toujours être en compétition comme on nous l'enseigne tout le temps, en réalité. Et c'est dommage parce qu'on pourrait tellement être comme ça. On n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde, c'est pas ça. Je suis pas Gandhi, mais voilà, dans l'idée... Et toi, je pense que tu l'as ressenti comme ça en donnant tes cours de pôle et en choisissant aussi peut-être cette pratique. Ça s'est fait, c'est venu dans ma vie assez comme ça, par hasard. La vie m'a dit ah ok, t'as un peu souffert, je vais te mettre bien après, tu vois. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que les femmes ont des besoins d'expression très forts et surtout qui ont pu parfois être réprimés parce que, attention, une femme, ça ne doit pas parler trop fort, ça ne doit pas trop dire, nanana. Bref, en tout cas, quand les femmes viennent me voir et prendre des cours de pôle, il y a un besoin très fort d'expression, d'affirmation, de prendre sa place, de puissance, de se reconnecter à sa sensualité. Est-ce qu'il n'y a pas un effet thérapeutique aussi, quelque part ? Tellement. Parce que toi, tu dois encore plus pouvoir en témoigner. Moi, je peux le faire par mon expérience, mais en tant qu'élève... En tant que prof, du coup, je pense que... c'est-à-dire que même si on n'en parle pas avec des mots pendant le cours, ça se ressent. C'est-à-dire qu'elles vont me dire je me sens beaucoup plus comme ça, beaucoup plus connectée, je me sens plus puissante, j'aime mieux mon corps, et ci et ça et ça. Et la liste est infinie et aussi diverse qu'il y a de femmes. Et il y a ça, mais il y a le côté aussi où, entourée de femmes, quand on fait des cours collectifs, eh bien, tu t'exprimes avec d'autres femmes qui, elles aussi, s'expriment. Donc, il y a une sorte de création qu'on n'aurait peut-être pas en dehors de ces cours, finalement. Tout à fait. Et qui vient un peu guérir toute cette compétition qui est omniprésente dans notre société. Et surtout quand on commence à rentrer dans le rôle de femme. Et en fait... quand tu commences à te reconnecter à ces femmes et à refaire du lien dans un contexte sain et dans une activité qui nous lie, eh bien, tu guéris un petit peu tous tes conflits de collégiennes et de lycéennes où tu te sentais mal, etc. Tu sais même pas pourquoi, tu te compares, et il y a les complexes, et ci et ça. Et là, tu te dis, mais en fait, vous toutes, là, venez, on s'aime, on fait de la pôle, et tu te pardonnes aussi, parce que moi, je pense que en fait, on est déconnecté de notre essence féminine. Tu vois, quand tu dis on est tout le temps en train de se comparer, etc. C'est quand on est déconnecté, parce qu'en soi, si tu incarnes ton féminin, que tu sais qui tu es, que tu sais la magie que tu as en toi, que tu sais ce que tu dégages, tu sais ce que toutes les autres femmes dégagent, il n'y a pas à se rabaisser, il y a juste à s'encourager, c'est ça, et à honorer ce truc qu'on a tout en commun, qui est magnifique et qui est incroyable. Mais quand tu es déconnecté de ça, et qu'on t'en fait douter, qu'on te fait croire que tu n'as pas ça, etc., effectivement, ça crée des distorsions. Mais quand tu réclames ce pouvoir-là et que tu l'incarnes, comment tu peux vouloir ça d'une autre femme ? Comment tu peux te sentir détrônée par une autre femme ? Parce que c'est impossible. Tu l'as, ce truc, elle l'a aussi, parfait, je vois pas où est le problème. Du coup, c'est que des personnes inspirantes entre elles et on s'apporte plus que... C'est comme ça, en fait, on se tire vers le haut. Ça me fait penser à un podcast que j'avais écouté, vous pouvez vraiment le retrouver sur YouTube, le nom de la personne, je le connais plus, mais ça s'appelle « Pourquoi vous ne serez jamais la plus belle ». Et il est hyper fort, ce podcast, et elle t'explique qu'en réalité, c'est vraiment une compétition qui a été instaurée, surtout marketing de base, pour concurrencer les femmes entre elles, pour acheter plus. C'est Charlie Danger ou My Better Self, un truc comme ça. Il y a peut-être non. Ah non, je sais plus, mais en tout cas vous pouvez retrouver sur pourquoi vous ne serez jamais la plus belle, et où elle disait même les comptes Instagram de meufs les plus bonnes que vous pouvez trouver, 80% c'est des meufs qui le suivent, tu vois, ces comptes là. C'est pas forcément les mecs. Deux mecs entre eux vont pas se regarder en soirée, qui a mis la plus belle chemise, tu vois, ils s'en foutent. Mais par contre, une meuf va arriver tout de suite, on a toujours tout de suite repéré, là, scanné, et quand on fait en général des scènes un peu de jalousie, c'est pas, qu'on répercute sur son partenaire, c'est pas lui qui a vu la meuf, c'est toi qui l'as vu en premier. Donc c'est toujours une compétition insidieuse et comme ça qu'on t'a inculqué depuis toujours pour être la meilleure, plus belle que si,
et par rapport à quoi on sait même pas en fait, par rapport à quoi on se compare. C'est ça qui est curieux quand tu essayes vraiment de repenser à tout ça et prendre du recul. Bah, tu voudrais avoir des plus beaux cheveux, mais c'est quoi la base déjà pour te comparer? Tu sais, tu projettes tes insécurités sur les autres. Mais alors, si tu veux, mon point de vue là-dessus, c'est que on est un petit peu brainwashé, tu vois, en nous disant, écoutez, les femmes, là, vous êtes qu'un corps, que des cheveux et qu'une voix fluette, tu vois. Maintenant, comparez-vous entre vous là-dessus parce que toute votre vie, on vous a fait croire qu'on vous désirait pour votre corps, votre apparence, et c'est tout. Et ça vous occupe aussi, ça vous évite de trop penser et de donner votre avis. Vous pensez tellement que votre place n'est due qu'à votre enveloppe que du coup... la compétition est rude parce que y a une norme, tu vois. Les critères de beauté, ils sont chaque année mis à jour. Enfin, si tu veux, il y a vraiment une sélection. Donc, quand tu corresponds pas à ça, oui, il y a de quoi se sentir mal. Mais quand tu démissionnes de cette pensée-là et que tu dis, finalement, c'est pas que mon enveloppe, les gars. Moi, je me sens bien aussi avec ma pensée, avec mes valeurs, avec mon cercle, avec ma famille, avec ce que j'incarne, avec ma connexion à mon être et mon environnement. Et que tu déconnectes. Prenez ce que vous voulez de mon image, je m'en fous. Et quand tu déconnectes de ça, c'est là que tu deviens plus jalouse, que tu te compares plus, que tu n'en as plus rien à cirer. C'est pas des notions qui sont importante et même palpable du coup quand tu es comme ça dans cet état d'esprit. Mais non, parce que tu te rends compte quelle futilité que de penser que je ne suis qu'un corps. Si vous voulez prendre ça de moi, prenez-le, mais tant pis pour vous, quoi. Moi je sais et je vis pour moi de toute façon, tu vois. Ça me fait penser à à lâcher prise d'une certaine manière. Ouais, et tu sais, il y a peu de temps, on s'est dit ça y est, les normes maintenant reviennent à la mode un peu skinny parce que Kim a enlevé ses prothèses et ci et ça. Et à quel moment une meuf impose à toutes les autres, à 8 milliards d'êtres humains, sa condition, alors que franchement, c'est pareil, c'est peut-être un peu bateau, mais c'est hyper important. Je veux dire, notre corps, il nous sert à quoi avant tout ? Quand on l'alimente, on en prend soin, on le chouchoute, on le maintient en bonne santé. Je veux dire, on a 2 bras, 2 jambes, un cerveau qui nous fait réfléchir, il nous emmène où on veut aller, faire des choses qu'on peut, quoi. Je veux dire... Tout le monde n'a pas cette chance, quoi. Pour ceux qui n'ont pas de handicap, voilà, c'est déjà tellement riche. Après, pour mon exemple personnel, typiquement, moi qui n'ai pas assez pris soin de ma féminité, ça j'en parlais aussi quand je parlais de la pole dance dans le numéro 4, où je disais, moi mon but c'était aussi de me reconnecter à mon féminin. Pourquoi ? Parce que j'ai eu un papillomavirus, j'ai un nodule au sein. Il y a des choses qui touchent vraiment à ma féminité. Et ça, c'est ma naturopathe qui m'expliquait. Il faut faire des cercles de femmes, il faut arrêter d'être dans le yang, il faut un équilibre. Vous pouvez pas être toujours comme ça, de front, pour être la femme forte et tout. Non. La femme, c'est toute une complexité et c'est pas que l'enveloppe. Il y a des choses à l'intérieur qu'on a le droit d'évoquer et sans toujours être dans le truc qui nous flingue. Ouais, rien que de se comparer sans cesse, mais ça, on s'oxyde le sang en fait, l'esprit, l'estime de nous-mêmes. Et ça peut avoir un effet crescendo sur plein de choses où on ne se sentira pas capable de faire certaines choses parce qu'on est une femme, on a des peurs aussi qui se créent. Enfin, c'est vraiment un tout. Je vais vraiment dans la globalité, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, quoi. C'est vrai que c'est dur d'avoir du coup dire il y a peut-être une femme universelle et il faut qu'on y ressemble, tu vois. C'est terrible. C'est dur. C'est terrible. Et c'est pour ça que ça marche très très bien cette pression sur les jeunes, parce que quand tu es jeune et que tu n'es pas du tout connecté à cette féminité que tu as en toi, eh bien tu es persuadé que c'est ça qu'il faut qu'il faut incarner, tu vois, exactement. Ouais. Et c'est terrible parce que tu te construis littéralement sur un autre corps. À quel moment s'intéresser à la vie et s'oublier soi pour totalement se confondre avec une autre personne qui habite à l'autre bout du monde, on ne sait même pas si elle est réelle. À quel moment, comment tu veux que ton corps, ton vrai corps qui est au quotidien, les globules rouges, les globules blancs, tu vois, ils se disent pas mais merde quoi, j'existe, mais bien sûr que je ne me sens pas bien. Tout mon être présent là, il est oublié. On ne lui accorde aucun amour, on ne l'honore pas. Évidemment qu'on somatise tout ça et qu'on fait des maux et des troubles et des kystes et tout ce que tu veux. C'est vrai. Mais tant qu'on est dans le déni de cette féminité, et je parle pas en termes de féminité, on va dire de ce féminin sacré, on va dire ça comme ça, il va essayer de se manifester, il va dire hello, hello, il va tambouriner à l'intérieur et ça ne cessera
que quand on l'honora. Ouais, du coup, ne pas confondre le féminin sacré, donc cette magie dont tu parles, Exactement. cette puissance féminine, avec la féminité, comme on l'imagine là, c'est-à-dire à travers l'esthétique, toutes ces choses-là. Tous ces codes qui appartiennent voilà. à les vêtements, à la femelle. Ouais, si on veut parler biologiquement, tu vois. On peut ça, parce que ça c'est pareil, c'est des choses. C'est comme pour le végétarisme, dont je parlais dans le précédent salon, où je disais, on nous a pas laissé le choix à un moment donné. Enfin, en tout cas, moi, on m'a jamais proposé. Est-ce que tu veux manger de la viande ou ne pas en manger ? Et bah typiquement, je trouve que c'est pareil avec les poils ou avec les trucs comme ça, tu vois. On t'a pas demandé si toi ça te plaisait en fait de garder tes poils ou pas. C'est juste normal. Non, une femme avec des poils, c'est dégueulasse, tu vois. Jamais on a demandé l'avis finalement à une femme de se dire tout simplement en fait peut-être que j'ai pas envie d'avoir mal tous les mois, de dépenser de la thune, de me faire mal tout à fait. Pour peut-être être appréciée des autres parce que au cas où je le fais pas, mais alors ça va être un raz-de-marée quoi. C'est hallucinant. On parle d'un corps humain. Enfin je veux dire mon mec il a des poils. Jamais je lui ai dit ça c'est pas bien ou pourquoi tu vois ce que je veux dire là on met des choses. Je parle d'un détail, mais voilà, c'est du coup bien faire le distinguo entre le vrai féminin sacré, donc c'est-à-dire ce qu'il y a en nous, cette puissance qu'on a depuis toujours et des générations qui a été quand même réprimée. Et il faut y faire attention, il faut l'écouter, il faut la développer. Il peut y avoir du yin yoga, je pense à ça. Il y a travailler sur la kundalini. Vous irez voir, mais c'est d'après le yoga, c'est quelque chose, une énergie qui est logée dans le bas de la colonne vertébrale, donc ça active ce qu'on appelle le yoni, c'est l'appareil génital féminin. Typiquement, un coup, tu m'as dit, mais meuf, tu sais pas, ton utérus, t'as jamais touché, tu sais... Enfin, toi, t'as pas conscience de ça. Je dis, bah non, moi, j'ai vu une fois une sage-femme au lieu de mon gynécologue qui est un médecin formidable, mais qui est un médecin. Donc, vraiment, moi, je suis un outil de travail. Et j'ai eu une sage-femme, ça a été d'une douceur, mais incommensurable, où elle m'a demandé la permission de rentrer, où elle m'expliquait tout, c'était tout en douceur, et en fait, c'est juste la normalité, quoi. Au lieu d'arriver avec le spéculum, mimamoum, c'est l'usine. Voilà, c'est des exemples. Mais du coup, tout ça, c'est hyper intéressant, et du coup, tu m'as sensibilisée aussi là-dessus. Quand tu m'as dit, mais ouais, meuf, t'as jamais appris à explorer ça, à peut-être toucher ton utérus, à ressentir, en fait, ton propre corps. Et... voilà, moi je trouve que c'est assez fort quand même. Ouais, moi je trouve que c'est en fait s'auto-analyser, s'auto-observer, c'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous reconnecter. Parce que c'est votre corps, c'est votre vulve, ça va être vos formes, vos courbes et en fait il n'y a pas d'autre comparaison possible. Pour le coup, vous pouvez regarder tous les pornos du monde, ça sera jamais comme vous. Et prendre le temps de se regarder, franchement, moi j'encourage toutes les femmes, le plus jeune possible, si ça vous chante, mais à placer un miroir mais entre vos cuisses. Ouvrez-moi ça et observez-vous et regardez-moi ce temple, quoi. Et après, ça va aussi avec la connaissance de son corps, dans le sens où connaître la différence entre une vulve, un vagin, un utérus, tous ces termes qui sont bien prédéfinis pour désigner quelque chose en particulier. Un clitoris, qu'est-ce qu'un clitoris ? Ce n'est pas que le petit gland au-dessus, c'est tout un ensemble. Toute cette anatomie, en fait, elle est tellement importante parce que c'est la vôtre. Et c'est une force en plus, c'est de la connaître plus que son ou ses partenaires les connaîtraient mieux finalement. C'est ça. Et là, pour le coup, tu l'apprends par toi-même. C'est toi qui vas sentir tes parois, tes muqueuses. Ah, là, c'est mon col. Du coup, waouh, c'est comme ça, etc. Et même au niveau du plaisir aussi, de savoir qu'est-ce qui me plaît plus que... Parce que quand on dit, par exemple, vaginale, clitoridienne, déjà, ça veut rien dire, puisque c'est le clitoris qui fait que... Mais il peut y avoir peut-être même sur son corps, peut-être je vais être plus sensible au niveau des seins, peut-être qu'en fait je préférerais s'il me caresse là. Et ensuite, pendant la sexualité, ça sera aussi peut-être plus souple et plus facile de guider son partenaire, de dire voilà, moi voilà ce que je préfère. Quand tu me touches de cette façon, sois plus doux ou non, là tu peux peut-être être un peu plus vigoureux ou voilà. Et ça peut être un vrai échange et ça permet, si on se connaît nous, ça permet à l'autre du coup de mieux gérer en fait et de nous apprivoiser, donc c'est hyper important, puis c'est une puissance folle. Bien sûr. En fait, se connaître, et aussi tu te sens moins dépendante parce que si tu te connais toi, t'as pas besoin des autres pour te connaître. Du coup,
ne m'apprenez rien, je connais déjà tout de moi, je n'ai pas besoin de vous. C'est ça aussi c'est pour ça aussi que c'est frustrant, je pense. Pas frustrant, mais c'est pour ça qu'on ne nous apprend pas à nous connaître aussitôt, parce qu'il y a un petit côté où c'est plus facile de contrôler les femmes dans leur peur, dans leur consommation, comme tu dis, de les laisser dépendantes en fait. Voilà, de pas être à l'aise dans leur corps, dans leur féminin, parce que ça ne ferait pas autant consommer, comme tu dis, des rasoirs, etc., correspondre à cette norme. Correspondre à une norme, ça coûte cher et ça entretient des millions de sous, quoi. Et quand tu te déconnectes de ça, ça fait une consommatrice en moins, une victime en moins de ces choses-là. Je pense aux produits d'hygiène intime, où j'en ai beaucoup utilisé, où fut un temps dans ma vie, je vous parlais de ma relation avec un pervers narcissique. À cette époque-là, je faisais énormément de mycoses et j'ai appris que c'était dû au stress également. Et je croyais qu'il y avait des produits miracles où ils le mettent avec des prébiotiques, etc., où ça fait du bien de nettoyer tout ça au savon. Et quand j'ai commencé à vraiment m'y intéresser, non, en fait, c'est comme les oreilles. En fait, le corps est vraiment très bien fait et il se nettoie tout seul naturellement. Sous la douche, c'est à l'eau, il faut être doux avec ces endroits-là, les connaître et surtout pas faire... Il y a des conseils des fois sur Internet de se doucher l'intérieur du vagin, de se savonner, mais ça c'est la porte ouverte à toutes les maladies, toutes les infections, ce que vous voulez, le dérèglement de la flore qui est votre deuxième cerveau, c'est... Voilà, de s'intéresser en fait à ça. C'est un tout, le féminin sacré. Je ne dis pas juste de regarder tous les jours votre entrejambe, mais clairement c'est quand même une des grosses bases et ça vous apporte tellement en fait dans votre confiance et dans votre unicité peut-être, surtout quand en se découvrant comme ça, on apprécie, mais appréciez-vous même tout votre corps, j'ai envie de dire. Mettez-vous devant un miroir, bougez vos pieds, vos jambes, et ouais, elles sont pas mal mes jambes, et si chaque partie en individuel, ça peut être un super exercice et c'est trop bien quoi, de s'incarner quoi, et qu'est-ce que j'ai envie de... Comment j'ai envie de rayonner, c'est un tout, quoi. Ouais. Et il y a aussi ce pouvoir où de le faire s'apprécier dans toutes les formes, c'est-à-dire dans tous nos états. C'est-à-dire, par exemple, on reparle des poils, je ne m'aime pas quand j'ai des poils. Ça, je l'entends beaucoup à la pôle, il y a beaucoup de femmes avec qui on en parle. Mais en fait... Oui, le truc de « Oh les filles, vous ferez pas gaffe, je me suis pas rasée », de se justifier tout de suite, ça, c'est marrant. Ouais. Et en fait, connais-tu ton corps avec des poils ? T'es-tu déjà laissé entièrement être qui tu es ? Comment ton corps a été programmé pour vivre sans intervention ? T'es-tu déjà vu naturel en fait ? As-tu connaissance de qui tu es vraiment sans intervention, sans correspondre à une norme ? Et en fait, on va te dire non, parce que dès le plus jeune âge, en fait, les femmes n'ont jamais appris à s'accepter telles qu'elles sont, sans intervention. Ouais. Et déjà là, ça veut dire qu'en fait, tu ne te connais pas vraiment, tu ne sais pas à quoi tu ressembles quand tu es faite au naturel, divinement créée. Tu ne sais pas. Donc, un challenge, c'est de... Je dis pas que c'est facile, se laisser s'incarner sans intervention le temps que vous arriverez à l'endurer, parce que c'est pas facile, mais je veux dire, se voir au moins une fois comme ça, se reconnecter et se dire, c'est vrai que je me suis même jamais vue comme ça, et ça se trouve, mais franchement, mais qu'est-ce que je me kiffe comme ça. Ouais, ou peut-être franchement, je suis tout aussi féminine. Je suis tout aussi féminine, en fait, ça ne change rien. Et même, franchement, vu le coût que ça me coûte chez l'esthéticienne ou la douleur que j'endure, franchement, je préfère largement mes poils et mon sauvage que correspondre à ça. Et après, c'est ok, on a le droit aussi de se faire son avis, de dire non, en fait, j'aime pas. Et tout à fait. Juste pour l'expérience, pour se rendre compte de est-ce que je me connais vraiment ou pas. Et en fait, non, on ne se connaît pas. Tu te rends compte, on te donne une vie, on te donne un corps, en fait, tu n'es jamais allé au bout, tu ne le connais qu'à 95%. Et on te fait croire que c'est la honte d'aller au bout, que surtout ne pas... Non, il ne faudrait surtout pas se connaître trop bien, c'est dangereux, tu vois. Ouais, il ne faut pas expérimenter. Tu ne seras pas désirable, ça n'ira pas, tu seras seul. Mais c'est ça, tout le temps, on en revient à ça, être désirable, et surtout pour les hommes, tu vois, on fait tout en fonction d'eux, on met des choses qui ne sont pas à l'aise, des vêtements moulants, des talons qui nous font les pieds comme ça, on a des alus vagus, mais voilà, c'est un tas de choses. On se préoccupe de tout. Il faut être toujours parfaite. Sinon quoi ? Sinon ça n'ira pas parce qu'on n'est pas assez. Et puis si on est trop, alors là c'est les femmes qui vont s'y mettre. Parce que t'as vu celle-là, elle en fait beaucoup trop. Et si tu fais rien du tout,
là, c'est tout le monde. T'as vu comme elle se laisse aller. Bon, ça n'ira jamais. Ça, c'est une vérité universelle. C'est des fois dur de l'imprégner parce qu'on est pris aussi par le quotidien et tout. Mais c'est vrai que déjà, en partant sur ces choses-là, du concret, se connecter à son corps, se laisser l'opportunité de voir son corps se transformer, évoluer. Moi, je suis beaucoup plus souple avec ça aussi. Des fois, j'ai des poils aux jambes, mais en vrai, je suis blonde. J'ai aussi cette chance-là, peut-être parce que ça se voit moins. Mais je me suis posé la question. Je me dis, mais en fait, pourquoi je m'afflige à avoir mal comme ça tout le temps ? Et je paye quelqu'un pour me faire mal. Et pour qui ? Est-ce que moi, je me sens hyper bien quand je sors de ce truc ? Je me dis, je suis vraiment... Mais ça me change ma journée, quoi, tu vois ? Pas forcément. Bien sûr. Je le fais en gros parce qu'il faut. Bien sûr. Mais parce qu'il faut, pourquoi ? Je me suis jamais posé la question, tu vois ? Oui. Et ça, c'est vraiment une preuve qu'on est vraiment déconnecté de nos besoins. Mais à nous, les nôtres. Hein. C'est un exercice aussi intéressant de dire, ok, c'est quoi mon besoin ? Alors pourquoi je le fais ? Mais je le fais finalement pas pour moi, je le fais pour m'intégrer dans une société, m'intégrer dans un groupe, parce que mes besoins, j'ai des besoins de partage, j'ai des besoins voilà quoi, j'ai des besoins sociaux. Donc, pour en arriver à remplir mes besoins sociaux, je me modifie finalement. Et voilà, on en est là. Par contre, si tu arrives à remplir tes besoins sociaux avec des gens qui n'en ont rien à cirer, que tu aies des poils aux jambes, ou au contraire qui célèbrent ça parce que t'es normal, pas normal, t'es naturel, c'est normal aussi, hein. et bien peut-être que tu n'auras plus besoin d'enlever tes poils parce que tu te sentiras accepté, reconnu, valorisé dans ce que tu es. Pas à travers tes poils, en fait. Et ni ton enveloppe corporelle finalement, parce que c'est tellement futile, tu vois. Moi, je peux aussi encourager les jeunes femmes qui nous regardent. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis en pratique. C'est sur les réseaux sociaux de suivre des mentors et puis des femmes qui me ressemblent surtout. Typiquement, moi, j'ai une petite poitrine et je suis assez musclée parce que je fais du crossfit. Enfin, voilà, j'ai une bonne génétique aussi. Merci papa, merci maman. Et plusieurs fois, je me suis posé la question des implants mammaires. Mais bon, déjà, moi, je ramasse le plastique au bord des routes, c'est pas pour en avoir. Mais je ne discrédite pas les gens qui en ont. Je veux dire, j'ai des amis qui ont des implants, ma mère aussi. Et c'est hyper OK. Je suis pas du tout contre ça. Mais c'est-à-dire que pour moi, ça fait un sens bizarre. Et j'ai un nodule au sein, donc une santé plutôt fragile. C'est un budget. Et je dis, mais pourquoi je pense à ça ? Qu'est-ce qui ferait que... Je dis en fait oui, c'est peut-être pour plus plaire ou correspondre à un truc, être plus voluptueuse. Alors qu'au final, j'ai jamais été complexée, on m'a jamais fait de remarques, etc. Mais tu vois, quand même, j'y pense. Et surtout dans le milieu fitness sportif, beaucoup de femmes ont des implants pour des raisons esthétiques, notamment celles qui font des concours. Malheureusement, c'est comme ça. Mais moi, là, je suis des sportifs qui ont une petite poitrine, mais vraiment petite parce que aussi elles ont fait des sèches et les seins c'est essentiellement de la matière grasse entre autres. Et elles sont hyper musclées, mais vraiment trop tankées, elles te font des bras comme ça et tout, et je les trouve d'une beauté intersidérale parce que en fait c'est des femmes, tu vois vraiment qu'elles sont féminines, bien que y ait pas de poitrine avec une forte musculature. Donc en fait je me dis en fait moi pourquoi si moi je trouve ça trop beau les autres trouveraient pas ça aussi hyper beau, on plaît pas à tout le monde, ça aussi c'est une vérité, mais du coup voilà, de suivre des personnes qui nous inspirent, ok, à qui on peut ressembler potentiellement, et ça c'est génial en fait, ça évite de se comparer à l'incomparable, parce qu'il y a de tout. Moi je vais pas suivre des meufs hyper fit et longilignes qui font 3 mètres alors que c'est pas du tout mon cas, donc ça serait un truc irréalisable, tu vois. Et ça va me faire plus de mal qu'autre chose. Voilà. Moi, c'est un des trucs que j'ai mis en place, en tout cas. Oui. Je soutiens à fond cette démarche, mais il y a un mais que je me permets. Non, mais c'est moi, de ma vision. C'est que c'est faire le tri dans les femmes que tu suis, c'est faire le tri dans tes comparaisons pour moins souffrir de ces comparaisons. Ouais. Mais c'est quand même entretenir la comparaison. C'est quand même dire, j'ai quand même besoin de me rassurer par rapport à des insécurités. À mort. Et donc, je vais suivre des filles qui me font me sentir un petit peu moins mal. Mais c'est pas quitter le navire de la comparaison, tu comprends. Ouais. Mais c'est OK, tu vois, on se compare toutes. T'as raison. Non, mais en plus, il y a clairement de ça. C'est aussi pour ça que cette émission, moi j'étais contente que tu viennes parce que moi j'admire et je tends aussi d'aller dans cette direction, mais la preuve en est, je le suis pas parce que je sais que si je suis certains comptes, je vais avoir le doute à un moment donné. Non mais bien sûr, moi aussi. J'en ai reparlé, je me dis, on a tous nos moments de doute, mais ça m'arrive d'y penser, donc c'est clair que c'est pas 100% OK, tu vois. J'ai encore du chemin à faire. Là par exemple, je fais de l'équithérapie pour être bien parce que c'est hyper...
c'est hyper concret. Typiquement, c'est une thérapie où tu es vraiment dans ton corps, où tu penses pas. Donc, voilà, par ça, moi, je réapprends aussi à m'ancrer et tout. Donc, peut-être que ça m'apportera un peu plus de stabilité dans mes baskets, tu vois, d'être vraiment enracinée comme ça. Mais oui, t'as raison. C'est vrai que c'est pas en évinçant le reste qu'on s'y... C'est un pas, tu vois, vers la prise de conscience. C'est curieux, hein, parce que quand on est en pôle où on a fait des groupes et tout, jamais je me suis dit je vais me comparer ou je me suis sentie mal. C'est avec les réseaux, je sais pas, ce truc d'image à creuser, tu vois. Non, mais comme quoi. Mais franchement, c'est hyper dur hein, de garder cette, ce savoir et cette... comment dire, cette magie où tu y crois et où tu te sens complètement déconnecté, où tu es une reine et tu as ton aura et où tu as ton pouvoir autour de toi et où rien ne t'impacte. Ça ne m'arrive même pas, tu vois, mais juste, c'est quelque chose vers lequel j'aimerais tendre et je sens les choses qui m'en empêchent. Les réseaux, c'est clairement des petits tacles comme ça. En mode, c'est vrai. Hop. Mais je sens aussi ce qui me fait du bien. Et notamment, si tu prends vraiment le temps de te centrer sur toi, j'en sais rien, aller dans la nature, respecter ta créativité, tu chantes, tu danses, moi par exemple je dessine aussi, tout en fait. Plus tu respectes ton rythme intérieur et ton toi intérieur et tu t'y adonnes et tu lui donnes du temps, plus en fait moins tu vas te sentir bousculé par tous ces trucs qui t'impactent à l'extérieur parce que t'es sereine en toi, tu vois. C'est vrai. La créativité, c'est un bon moyen de se reconnecter à son soi, entre autres. Écoute, c'est sur ces très belles paroles qu'on va clôturer l'émission avec la créativité. J'espère que ça vous aura inspiré, que notre échange vous aura appris plein de choses différentes. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires avec bienveillance toujours. Et à partager aussi cette émission si ça vous a plu et que vous pensez que ça peut aider aussi d'autres personnes. Voilà, écoute Marie, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'est moi, je suis tellement honorée d'être là. Merci à vous d'avoir fait appel à moi, ça me fait tellement de plaisir. Et je remercie aussi Laurent de gérer tout le cadrage et tout l'aspect technique de cette émission. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!